Maxence, c'est fini le running maintenant. T'es prêt pour le cyclisme? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo étude de cas du Club Privé Business. Je suis avec Tristan Charrier. Salut Tristan. Salut Maxence. Donc juste avant de voir en détail dans cette vidéo, donc comment tu es passé de 0 à 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois via une boutique e-commerce. On va voir également ce que tu réalises en agence. Donc tu as plusieurs casquettes par rapport à ça. Donc on va voir en détail comment aussi tu t'organises, quel a été ton game changer au cours des dernières années. Mais juste avant qu'il se présente, on voulait aussi partager une petite anecdote. La première fois que j'ai rencontré Tristan, c'était au séminaire Quitter la rat race de Cédric Anissette en 2017, donc octobre 2017. Et Tristan, voilà, on était dans les petits fours et ainsi de suite. Et tu me dis, j'aime bien ce que tu fais, mais je t'ai jamais rien acheté. Et je lui ai proposé à Tristan, qu'est-ce que tu fais dans 2 semaines? En l'occurrence, j'ai organisé la première édition de mon séminaire. Tu avais rejoint le séminaire et ce qui est assez marrant, comme quoi des fois ça se joue et pourquoi vous devez aller aussi de temps en temps dans des événements. On se rencontre à un événement et depuis cette date-là, donc c'était en octobre 2017, tu as rejoint le Club Privé Business, tu as fait les 2 éditions de mon séminaire et tu es également membre de mon programme concernant l'expatriation. Donc plutôt cool. Et aussi, on se voit de temps en temps dans d'autres events, donc rien à voir au mien. Donc c'est toujours intéressant d'échanger par rapport à ça. Notamment, on se voit au Web de Connect. Ouais, c'est un événement organisé à Paris par Jean-François Ries, etc., etc. Donc la petite aparté que je voulais souligner, c'est souvent de se dire, quand vous rencontrez des membres de vos programmes qui deviennent même carrément des bonnes connaissances, voire des amis, plusieurs années après avec le recul, c'est toujours intéressant de se dire, mais est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois? Je croyais que c'était mon premier séminaire, mais en fait non, quand tu me l'as dit, je me suis dit, mais oui, c'était au séminaire qui était à la rat race de Cédric Anissette. Donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et tu vas nous dire numéro 1 de tes débuts jusqu'à aujourd'hui et numéro 2, quand est-ce que tu as démarré sur Internet et quel était ton déclic pour arriver sur le web? Je te laisse nous présenter tout ça. Ok, merci Maxence. Donc du coup, moi je m'appelle Tristan Charrier. Donc j'ai 31 ans, je suis papa de 2 petites filles. Et du coup, mon parcours à moi, donc j'ai fait mes études dans le web, donc développeur web, designer, créateur de site internet tout simplement. J'ai toujours été à mon compte, donc depuis la sortie de mes études, j'ai toujours été freelance. Donc, jamais de salariat? Non, jamais de salariat, ouais. Ok. Voilà. Tout de suite, tu voulais avoir ton indépendance ou du moins être ton propre patron. Ouais, c'est ça. J'ai toujours eu ce besoin de liberté, de m'organiser comme j'avais envie et d'être dans ma propre structure. Voilà. Et du coup, je fais mes études, je rentre dans la vie active, je travaille pour des clients style la FFF, donc j'ai refait le site internet de la FFF. Je travaille pour PSA, Peugeot Citroën. FFF, Fédération Française de Football? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, t'as refait leur site? Ouais, c'est ça, ouais. Excellent. Voilà. Peugeot, PSA, ok. Peugeot, PSA, et du coup, je suis vraiment dans des écosystèmes très innovants, très intéressants, mais toujours ce désir, en fait, d'être dans ma propre structure. Ok. Voilà. Donc du coup, j'essaye quelques petits projets à droite à gauche. Et ça date depuis le collège. J'ai toujours eu des projets, en fait, besoin de créer des choses, de les mettre en place, etc. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le plus gros problème à ça a toujours été la vente. Voilà. Moi, je suis derrière l'ordi, je fais du design, je fais du développement web, mais toute la partie marketing, ce que je te disais tout à l'heure, ça, c'était vraiment le gros point faible. Le gros point faible. Ok. Et pour la petite anecdote, donc j'ai fait 2 diplômes. Et en fait, j'ai fait un diplôme de vente et un diplôme de web développeur, chef de projet web. Et dans les deux diplômes, j'ai foiré mes parties marketing, clairement. Donc, parce que pour moi, en fait, ça ne me correspondait pas à l'époque. Voilà. Ok. Et en évoluant, en montant des projets, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, c'était central. Tu étais brillant technique, mais pour la partie
vente, marketing. Ouais, c'est ça. C'était ton tendon d'Achille où là, tu avais besoin d'avoir des axes d'amélioration. Okay. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, voilà. Donc là, c'est bon pour la partie présentation, c'était ça? Alors, du coup, on va remettre un petit peu le contexte des dates. Donc là, tu es né en 1988, la petite hors interview, je disais, OK, on a un an d'écart. Je suis né le 8 août 1989. Donc, tu réalises tes études. Ensuite, très rapidement, tu te mets en tant que freelance et tu travailles pour des grosses boîtes. Mais il y a un moment donné, tu as le déclic en quelque sorte de te dire finalement, j'aimerais peut-être bien avoir aussi un business en ligne. Donc généralement, vous avez deux piliers, l'infoprenariat et l'e-commerce dans les gros piliers. Et après, dans l'e-commerce, vous avez plein de sous-piliers. Et dans l'infoprenariat, il y a plein de sous-piliers. Donc dis-nous tout, quand est-ce qu'a eu lieu ce déclic pour vouloir aussi vivre du web? Ouais, du coup, gros déclic en été 2016. Naissance de ma fille, enfin quelques mois après, elle est née quelques mois après. Et là, je me dis, il faut prendre les choses en main. Voilà. Être à son compte, c'est bien, mais j'ai d'autres aspirations pour moi que de travailler du lundi au vendredi pour quelqu'un. Voilà. Ouais, tu t'es dit finalement, tu es prestataire freelance, mais ça reste que tu bosses pour des groupes ou pour des clients particuliers et tu t'es dit j'aimerais aussi connaître autre chose. C'est ça. Donc naissance de ta fille, été 2016, et c'est là où tu as le game changer dans ton esprit. Ouais, totalement. Gros déclic parce que je me suis dit je ne travaille plus que pour moi-même en fait. Avant, je travaillais pour moi, pour mes besoins, etc. Mais là, je me suis dit il faut que les choses changent. Ok. Ouais. Alors là, comment est-ce que tu te lances directement infoprenariat ou alors directement e-commerce? Et spécifiquement, on rigolait aussi avant le début de l'interview. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un à fond dans les dates. Et comme j'aime bien le dire, moi, je m'étais intéressé au dropshipping. Donc vraiment, il y a eu le vent en poupe, le gros démarrage. C'était à peu près à l'Euro 2016. Donc si vous vous intéressez un petit peu au football. Et avec un ami, donc Roman Payet, on était en Hongrie au congrès des infopreneurs à Budapest en 2016 et du coup on suivait une présentation, à l'époque c'était Sébastien Cerise et on achète un programme, je ne sais même plus le nom du programme mais j'avais payé 1 000 €, chose que je n'ai jamais appliquée. Lui, Roman, tout de suite après il s'est lancé dans le e-commerce. Alors pourquoi? Parce que moi à cette époque-là, en 2016 j'ai réalisé 238 000 € de vente sur Internet, donc ce qui fait quasiment 20 000 € par mois. Et du coup, repartir de zéro, un nouveau projet, alors que j'avais un business infoprenariat, paris sportif, web marketing qui me rapportait à cette époque-là environ 20 000 € de chiffre d'affaires. Et sur ces 20 000 €, il me restait globalement 10 000 € dans ma poche. Eh bien, j'ai rapidement lâché l'affaire. Donc en gros, j'ai eu le coup de chaud d'acheter avec l'offre irrésistible qui a été très bien faite, mais je ne l'ai absolument pas appliqué. J'ai juste appliqué en faisant ma propre marque, Maxence Rigotier, ma marque de running, depuis le 1er mars 2018. Je suis un mec à date, donc c'est pour ça que je peux vous évoquer tout ça. Mais en gros, voilà. Donc toi, hop, dropshipping, comme beaucoup de personnes, il y a eu 2 à 3 ans, surtout 2016, 2017, 2018, l'âge d'or. Et après, seulement les gens qui sont professionnalisés se seront à voir, comme toi. Ou là, 2019, 2020 et au-delà, tout simplement les personnes qui vont résister dans le marché. Donc 2016, dropshipping du coup. Ouais, et du coup, moi, je suis venu un peu entre les deux vagues. C'est-à-dire que je suis venu plus vers l'hiver 2016-2017. Ok. Voilà. Et le déclic était 2016. Et en fait, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, vu que je fais du design web, du développement web, j'ai commencé à gagner de l'argent avec des royalties sur Internet. Et là, je me suis dit, en fait, je peux gagner de l'argent en dissociant ce que je gagne de mon temps de travail. Et là, j'ai eu un petit déclic, j'ai poussé le truc un peu au max. Okay. J'ai vu qu'il y avait un plafond et j'ai voulu monter le projet dont je t'avais parlé. C'est un projet, en gros, type masterclass, donc je ne sais pas si c'est connu, mais c'est un projet aux États-Unis où c'est des pointures dans certains domaines qui sont filmées et du coup qui enseignent leur art, leur métier aux gens. Et du coup, moi, j'avais pensé à faire cette idée, mais j'étais sans structure à l'époque. Là, il faudrait des levées de fonds. Et il me semble que j'avais vu
tu me diras, peut-être que tu as entendu parler, mais aux États-Unis, par rapport au concept masterclass, Serena Williams au tennis, ou du moins une excellente tenniswoman dans les meilleures mondiales réaliser ça, où en gros, il y a une équipe qui réalise le tournage, le marketing, un petit peu comme un auteur avec un livre. Donc, toute l'édition va prendre 80-90% des profits, mais vous, en tant qu'expert, vous allez seulement vous parler, puis vous donner votre expertise et tout le reste est géré. C'est un petit peu dans ce principe-là. Ouais, Après, ça demande des moyens colossaux financiers. Alors, eux, c'est grosse production. Moi, j'imaginais faire quelque chose d'assez simple, mais voilà, c'était déjà l'idée. C'était ça dans l'idée, d'accord. C'était dans l'idée, et du coup après, dans l'hiver, il y a eu le dropshipping, et du coup, j'ai un ami d'école qui m'a dit, écoute, moi, je suis en train d'en faire. Moi, je m'y intéressais. J'avais pris la formation aussi de Sébastien Cerise. Okay. Et du coup, je dis go et on s'est mis ensemble. Et depuis, on bosse dessus. Et du coup, on appelle plus ça du dropshipping. Maintenant, c'est du e-commerce parce qu'on fait du stock, on fait du branding, stock, etc. Voilà. Ok. Donc, thématique, les amis. Cyclisme. Il fallait y penser, en tout cas ça ne m'étonne pas que ça fonctionne. Alors on va revenir, donc là par rapport à toute la chronologie qu'on a évoquée juste avant, freelance, ensuite tu essayes, tu te formes, tu regardes pas mal de choses, donc tu vois notamment avec des royalties que tu génères tes premiers milliers d'euros de bénéfices sur Internet. Et ensuite, hop, avec un associé, un ami d'école, vous lancez dans le e-commerce, donc dropshipping, et maintenant vous avez carrément votre marque, du stock, tout ce qui va avec, donc sur le cyclisme. Puis tu as ensuite une agence, on y reviendra aussi dans quelques instants par rapport à ça. Donc généralement, j'aime bien évoquer dans le business, on a 4 métriques, le trafic, les leads, donc les nouveaux prospects qualifiés qui rentrent chaque jour dans la base de données. Numéro 3, le cash, donc les ventes qu'on réalise au quotidien. Et numéro 4, la satisfaction clientèle. Donc, est-ce que les gens reçoivent bien leurs produits? Est-ce que les personnes sont satisfaites du produit, les résultats avant-après, le SAV, toutes ces choses-là. Alors, première métrique, trafic. Comment tu gères le trafic et comment ça se déroule vis-à-vis du e-commerce? Et idem, comment tu procèdes par rapport à ton agence de consulting? Alors du coup, sur la partie e-commerce, très clairement, on a commencé sur Facebook. Je pense le classique, pub Facebook. Voilà, pub Facebook. Et du coup, avec le temps, on a vraiment créé l'écosystème, comme je te disais, donc YouTube Ads, Google Ads, tout le réseau display et Facebook, bien évidemment. Faites-vous les influenceurs avec du cyclisme ou pas encore? Pas encore. En fait, la communauté, elle est assez faible en France. Ouais, j'imagine. Et donc, du coup, les superstars, elles sont déjà sponsorisées. Donc, c'est. Voilà. Ce qui est très célèbre et que tout le monde connaît, le fameux Tour de France. C'est ça. Donc, évidemment, avec le Covid-19 compromis en 2020. Mais en gros, c'est quand même plutôt cool pour ça. Ouais, mais il y a quand même une communauté qui est en train de grandir. Et du coup, il y a des choses intéressantes par rapport aux influenceurs. Ok. Ouais, voilà. Donc, trafic, Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads et potentiellement dans le futur, tout ce qui est influenceur. Exactement. Ok, alors, donc deuxième métrique, les prospects qualifiés. Donc, comment vous procédez vis-à-vis du e-commerce par rapport à cela? Très clairement, en fait, on fait peu d'infoproduits dans l'e-commerce. On en a fait, donc ça permet de récupérer des leads. Mais la plupart du temps, c'est des offres marketing, des offres promotionnelles. Donc c'est un bon d'achat offert si on laisse son email ou une réduction, un code promo. C'est ça. Ok. C'est ça, tout simplement. Ouais, ayez ça en tête. Moi, c'est exactement la même chose sur ma boutique Maxence Rigotier. C'est différent de l'infoprenariat. L'infoprenariat, on va offrir de la valeur, 1 heure de formation, un e-book, des podcasts audio, l'email privé. Donc, on va offrir quelque chose à grosse valeur ajoutée, peut-être aussi une formation offerte, toutes ces choses-là. Mais quand on réalise du e-commerce, je le vois moi pour ma marque de running, forcément, ça va être plutôt soit un bon d'achat offert avec une probabilité de chance de gagner, un code promo. Donc, ça va être plutôt un mindset, s'abonner pour recevoir les news
plus des offres spéciales. Donc évidemment, apporter le maximum de valeur. Hein, ne faites pas comme les grosses marques où généralement, moi voilà, j'aime bien Hugo Boss et clairement vis-à-vis de cette marque, mais c'est un exemple parmi toutes les grosses marques, c'est généralement c'est acheter, 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 acheter. Et je dis tellement ce que j'avais parlé avec une marque similaire à Hugo Boss et qui m'avait contacté pour réaliser du consulting. Donc, c'est des entreprises entre 8 à 9 chiffres, donc entre 10 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et je leur disais, mais c'est dingue! Vous avez un branding de fou, mais par contre, il n'y a personne qui va faire une vidéo ou alors un article. Comment choisir parfaitement sa chemise, comment réaliser un nœud de cravate, comment choisir son jean, comment marier son polo avec un jean. Bref, des contenus, des conseils offerts. Personne, c'est juste acheter, acheter, acheter. Donc, certes, ils ont un branding de marque qui sont très importants, mais c'est souvent ce qui manque de passer de 10 millions à 100 millions si ils réalisaient des conseils à tous leurs clients par rapport à ça. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on est vraiment dans une époque du savoir. Et moi, je me dis, mais la chance qu'on a de vivre maintenant, tu regardes nos parents. Nos parents, il n'y avait pas Internet. Voilà, il n'y avait pas Internet. C'est aussi bête que ça. Tu avais les encyclopédies. Oui. Voilà. Bref. Pour la petite anecdote, peut-être que tu as connu, mais alors c'était peut-être spécial campagne, mais mes parents, ils avaient acheté les grosses encyclopédies, je crois que ça s'appelait AX ou ASIX ou rien à voir avec la marque de sport et ça ne s'écrivait pas pareil, mais les gros tomes qui sont en train de pourrir dans la bibliothèque de mes parents à la campagne. Et ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Et du coup, on est vraiment dans une époque où on peut vraiment se perfectionner dans des domaines très précis. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Donc c'est aussi pour ça, moi, je suis passionné par apprendre. J'aime beaucoup apprendre. Et je trouve ça super intéressant d'avoir des infopreneurs, des gens qui, voilà, eux, ils te partagent du contenu, tu évolues dans telle ou telle thématique. Et tu grandis, en fait. Tu grandis avec ça, donc c'est top. Rappelez-vous, 2020-2030, ça va être la décennie du digital, ça va être un truc de dingue par rapport à ça. Et finalement, si on se remet dans le contexte, Internet, ça fonctionne globalement que depuis l'an 2000. Avant, c'était vraiment des micro-prémices pour les gros experts du monde entier. Mais là, aujourd'hui, la technologie est vraiment surprenante et grandiose vis-à-vis de tout ça. Alors, troisième métrique, le cash. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous gérez par rapport à ça? Donc, tu me disais, vous réalisez en moyenne 40 000 euros de ventes par mois. Donc sur le e-commerce vis-à-vis du cyclisme. Et sur ces 40 000 euros, il vous reste globalement 20%. Donc dans l'exemple des 40 000, ça veut dire qu'il vous reste 8 000 euros. Donc c'est généralement la fourchette, j'imagine, dans le e-commerce, c'est d'avoir à peu près une marge de 20% par rapport à tout ce qu'on fait. Sachant qu'il y a toujours deux stratégies, c'est soit l'acquisition, donc tu dépenses beaucoup pour avoir des nouveaux prospects. Okay. Et après, tu as la fidélisation où là, ta base email, elle est assez conséquente. Et du coup, tu les relances avec des offres. Et là, du coup, tu as plus de marge. Parce que tu ne payes pas toute la partie publicitaire. D'accord. Donc en fait, plus on grandit et plus nos marges grandissent si on est toujours aussi dans une forte culture d'acquisition. Et tu as combien de clients? Tu sais aujourd'hui combien de clients est à environ le panier moyen? Ouais, on est entre 20 et 25 000, je crois, la base email. Mais après, c'est pas que des clients. Ah ouais, là, c'est prospect, 25 000. Et clients, peut-être pas beaucoup finalement. J'imagine que le panier moyen doit être le panier moyen, on est entre 50 et 60 euros. Ok, j'aurais cru un petit peu plus, mais ok, 60 euros, d'accord. Ouais. Et après, les clients exacts, j'ai pas le métrique là-dessus. Ok, d'accord. De toute façon, il faut diviser chiffre d'affaires annuel par le panier moyen, puis ça donne un petit aperçu. Donc moi, en marque de running, je suis assez content. C'est d'avoir un panier moyen d'environ 100 euros. Okay. Donc la majorité, donc c'est des tenues running made in France, mais la majorité des gens, ils achètent pour 100 euros. Après, les personnes me voient sur YouTube et ainsi de suite, donc c'est un petit peu différent par rapport à ça. Donc ça, c'est cool. Et vis-à-vis de l'agence, là, tu m'expliquais, c'est que tu réalises un pourcentage du chiffre d'affaires du client en question. C'est ça. En fait, le dropshipping m'a permis de développer mes compétences en marketing. Donc moi, je suis très bon déjà sur la création graphique et développement web. Donc en fait, maîtriser des outils de communication, c'était très simple. Et vu que je l'ai fait pour moi, j'ai pu le faire au début pour des gens de mon entourage, tout simplement.
Et c'est pour ça qu'après, de bouche à oreille, j'ai pu facturer ces prestations-là, tout simplement. Ouais, puis à chaque fois que tu as des idées ou des concepts ou stratégies, j'imagine que vous le mettez en place sur l'e-commerce, sur le cyclisme. Et ensuite, tu peux le donner à des clients sur d'autres thématiques qui peuvent également l'implémenter pour avoir des résultats. Ouais, totalement. En fait, le e-commerce, c'est un peu notre terrain de jeu. Et après, le reste, on organise ça pour nos clients. Et du coup, on sait que cette stratégie-là, elle est validée. Boum, on peut l'utiliser pour nos clients. Ouais, c'est ça qui est important. Rappelez-vous, c'est excellent et d'un autre côté, des fois, ça peut être désespérant si vous vous intéressez pas du tout au marketing. Ce que les gens achètent, ça va être via votre marketing. Donc, si votre marketing est nul à chier, malheureusement, vous pouvez avoir le meilleur produit au monde. Là, il y a très peu de gens qui vont en bénéficier. Et inversement, si vous avez un marketing de feu de Dieu et que vous avez un produit à chier, donc vous allez vendre énormément. Après, vous allez être dans la merde parce que les gens vont gueuler et vont pas être contents. Mais c'est le marketing qui fait vendre. C'est comme ça. Et comme j'aime bien le dire, c'est malheureux ce que je veux dire, mais c'est pourtant la réalité. Vous vendez un scam. C'est pour ça que les pyramides de Ponzi dans le côté financier, ou même si ce n'est pas financier, marchent très bien. Si vous avez un marketing de feu de Dieu, vous vendez. Si c'est couplé à un produit d'exception ou extraordinaire, là, vous avez une entreprise de jackpot. Ouais. Pour ça que des entreprises comme Apple font partie, est l'entreprise la plus profitable du monde, c'est parce qu'il y a un marketing de dingue. Si vous allez sur Amazon, le marketing, c'est de dingue. On est retargeté, on veut acheter un livre, hop, les lecteurs de ce livre ont également lu ce livre, les one-click upsell, les livraisons en 24 heures chrono, toutes ces choses-là. Donc Amazon, pourquoi ils sont aussi des stars? C'est parce que le marketing est tout simplement hallucinant, il est colossal vis-à-vis de tout ça. Et moi, ce que je trouve intéressant, justement, nous, on sélectionne souvent des clients qui ont justement des produits très bons. Ouais, très bons. C'est juste que le marketing est en fait, le marketing est nul et en fait, il suffit juste de balancer ça au bon endroit, de la bonne manière. Et en fait, ça prend direct. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils se prennent la tête à construire un bon produit, c'est ce qu'il faut faire. Mais des fois, ils n'osent pas faire du marketing. Parce que des fois, c'est peut-être un peu trop agressif ou autre. Et moi, je trouve que c'est triste parce qu'en fait, vous passez tellement de temps à construire votre beau produit, à ce qu'il soit bon, etc. Faut pas qu'il reste qu'à vous, ce produit-là, il faut le partager. Et comment le partager? Avec du marketing fort. Et je pense des fois, c'est un petit pas à faire. Il faut le faire. Et je pense qu'une fois que vous l'avez fait, vous vous rendrez compte que les gens ils sont satisfaits. J'ai bien fait de faire ça parce que mon produit l'a servi. Vous direz à vous-même, j'ai bien fait, je sais, j'ai insisté une dernière fois. Notamment, vous connaissez dans les mécanismes de vente l'urgence. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir davantage de clients. Et quand on a un produit qui est vraiment excellent, ça fait mal au cœur. Et surtout, je crois, il y a ça qui fait mal au cœur. Et des fois, ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est quand vous savez que votre produit est mieux que d'autres produits sur le marché. Bien sûr. Et que vous dites, attends, lui, il a du succès. Moi, ce que j'ai, c'est encore mieux. Mais la personne a un meilleur marketing ou alors a une meilleure empathie du marché. Bref, vend davantage. Et des fois, on se dit, faut vraiment que je m'améliore vis-à-vis du marketing, la communication, le branding, la valeur perçue, pour que davantage de personnes bénéficient de mon produit comme il a une qualité supérieure par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Alors, j'aimerais que tu reviennes dans quatrième métrique. C'est une question que j'aime bien évoquer, c'est qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos? Donc, c'est la satisfaction clientèle. Donc, c'est quoi la satisfaction clientèle? Ça va être la bonne livraison du produit, donc la rapidité, le SAV. Est-ce que le produit en question apporte les résultats qui ont été promis dans la promesse de vente? Donc, toutes ces choses-là. Ce que j'aime bien dire comme analogie, si on prend Apple, Sofitel, Lamborghini, donc toutes les marques 5 étoiles, le bouche à oreille est en leur faveur. Si on prend les marques 1 étoile, les hôtels Formule 1, Ryanair, EasyJet ou encore le pas cher, le low cost, les seules personnes qui vont là-bas, c'est par rapport au prix. Donc, ils vont toujours avoir du business, il n'y a pas de souci, mais le bouche à oreille est en leur défaveur. Donc, toi, comment tu gères pour avoir un branding cool et avoir du bouche à oreille plutôt en sa faveur qu'en sa défaveur? Pas de panique si vous avez un jour votre bouche à oreille en votre défaveur. Souvenez-vous des marques 1 étoile. Mais après, ça joue malheureusement qu'il faut être le pas cher. Et le pas cher, ça amène à avoir des marges très faibles. Après, nous, on est sur une niche justement où on n'a quasiment pas de concurrents directs.
Parce qu'en fait, comprends. les concurrents sont très très chers parce qu'ils ont un gros branding, etc. D'accord. Et nous, on est plus dans un entrée de gamme mais qualitatif, donc bon rapport qualité-prix. Ok. Et en fait, du coup, très clairement, il y a personne qui est sur le marché avec le même niveau de qualité à ce prix-là. Donc, vous êtes en mode comme moi, souvent ce qu'on me dit sur mes programmes ou la devise de Darty, le meilleur qualité-prix. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc nous, c'est vraiment là-dessus qu'on se positionne. Et du coup, automatiquement, les gens, ils payent quelque chose qui est peut-être 2 ou 3 fois moins cher que des grosses marques pour quelque chose qui leur convient parfaitement. On n'est pas obligé d'avoir des trucs made in Italy pour faire du cyclisme tous les dimanches, voilà. Et du coup, et ça, c'était un positionnement qui n'avait pas été pris. Donc automatiquement, ça plaît, voilà. Ouais, parce que moi, le cyclisme, j'ai quand même dans mon esprit que c'est un sport onéreux. Donc notamment, je pense, là où les gens ils mettent énormément d'argent, et c'est normal, c'est le vélo en tant que tel. Et puis après, tous les accessoires, là, finalement, c'est pas cheap non plus. Donc en faisant ce branding-là, forcément, vous en sortez du lot. Ouais, c'est ça. Et en plus, nous, le premier poste qui a été utilisé justement pour dans cette structure-là, c'est vraiment le service client. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, peu importe où on reçoit un message, il faut que la personne, on lui réponde rapidement et qu'on prenne en compte son besoin. Donc, s'il y a un problème, on fait un retour. On a un service de retour. Donc, s'il y a un problème, après, on renvoie le produit. Vraiment, là-dessus, on est très cool et très laxiste vis-à-vis de si le client il a un problème au bout de 2 mois, c'est pas grave. Au bout d'1 an et demi, c'est pas grave. On lui pose pas de questions, on est vraiment, on le chouchoute. Ah, donc là, vous avez, j'imagine, des clients très satisfaits. Ouais, voilà, c'est l'intérêt en fait, c'est de capitaliser. Donc voilà, le service client. Et toujours, nous, on commence le service client, quels que soient les projets. En fait, c'est soit mon associé, soit moi qui le démarrons pour vraiment voir les problématiques et puis pour y répondre au mieux. Et après, ça, on le délègue une fois que c'est structuré. Et à partir de combien de temps tu t'es dit, OK, on va faire du stock, réaliser notre propre marque et non faire du dropshipping classique? Ça fait à peu près 1 an, donc tu vois, on a mis 2 ans. Donc 2 ans de dropshipping et à la 3e année, vous avez bifurqué à vous dire, maintenant on fait du stock, 1 an et demi, notre 2 propre ans. marque pour vraiment amener une qualité supérieure et surtout un service rapide aux clients. C'est ça, ouais, 2 ans à peu près. Ok. Donc rappelez-vous, quand vous avez un business online, souvenez-vous de systématiquement ces 4 métriques. C'est vraiment là où vous devez vous focaliser, le reste c'est futile. Numéro 1, le trafic. Numéro 2, donc souvent le trafic c'est soit organique en réalisant ce qu'on appelle du marketing de contenu ou encore en réalisant de la publicité, donc soit marketing de contenu, soit publicité payante. Ensuite, numéro 2, les leads, donc le nombre de nouveaux prospects qualifiés qui rentrent chaque jour dans vos bases de données. Donc là encore, ça va être l'oxygène de votre entreprise. Numéro 3, le plus important, le cash. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires et les ventes que vous avez réalisées, c'est ce qui va vous permettre de réinvestir. Donc délégation, améliorer le branding de votre marque, satisfaction client, expérience client. Donc tout le business et à un certain seuil, une fois que vous allez avoir bien investi et bien délégué votre business, investir dans la bourse, l'immobilier, l'or, tous les investissements que vous désirez et ça vous permettre de vous constituer un patrimoine. Et number 4, souvenez-vous par rapport à ça, qu'est-ce que les gens disent sur vous dans votre dos? Donc c'est ce qu'on appelle la satisfaction client. Vous n'allez jamais avoir 100%, on est d'accord. Toutes les marques dans le monde, même Apple, même Lamborghini, même Ferrari, il y a des gens qui sont insatisfaits. Mais l'objectif, c'est d'avoir un taux de satisfaction de moins 95%, d'avoir, si on était sur TripAdvisor ou Trustpilot, 4, 7, 4,75, 4,8. Voilà, ne jamais être en dessous de 4,5 sur 5 si on devait se donner une note. Et comme ça, vous allez avoir votre business qui va tout le temps bien marcher au fil des ans. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous expliques. Donc, je connais Tristan, donc on s'est rencontrés en octobre 2017. Plusieurs années après,
quel a été ton game changer? Tu me parlais de quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs années et de temps en temps, ça peut surprendre. Et toi, ça a été un gros game changer pour toi de manger qu'une fois par jour. Donne-nous. Alors, comment ça t'est venu l'idée et pourquoi tu le fais toujours aujourd'hui? Éviter de ne pas manger le midi. C'est vrai que ça a vraiment changé les choses en termes de productivité et d'énergie. Voilà. Et donc moi, c'est venu vraiment, il y avait le point de vue énergétique et puis aussi le point de vue santé où je sais qu'on mange beaucoup, même beaucoup trop. Quand on est sur l'ordi, il faut mieux éviter de faire 2 repas par jour, l'intermittent 16-8 où vous mangez de 13-21 et vous ne mangez pas de 21 à 13 heures de manière générale. Ou encore, vous pouvez pousser un petit peu plus loin. Moi, c'est ce que je fais. Je mange plutôt qu'une fois par jour dans une tranche d'horaire 19-22 où là, ça, je mange vraiment pas mal. Je fais pareil. Mais je suis très bien. Déjà, quand tu manges beaucoup le soir, personnellement, tous les matins que je me lève, j'ai vraiment jamais faim. Et parfois, ça peut m'arriver de manger le midi. Quand on est en tournage vidéo, je mange pas du tout le midi. Et comme ça me permet d'être fluide et clair dans l'esprit. Exactement. Et du coup, même l'après-midi, quand tu es devant l'ordi, le coup de barre fatal. Donc en fait, déjà, il n'y a plus la sieste. Tu as cramé 1 heure pour manger le midi et 2 heures l'après-midi parce que tu es dans les choux, quoi. Donc la digestion qui est là. Ouais, la digestion qui prend beaucoup d'énergie. Et du coup, en faisant ça, j'ai gagné beaucoup de temps dans ma journée. Ça et le matin, la lecture. C'est-à-dire que en fait, je commence mes journées de boulot avec 1 heure de lecture. Et en fait, au réveil, tu fais 1 heure de lecture? J'arrive au bureau, je me consacre 1 heure et je lis. Ok. Ouais. Ah, excellent. Tu dois être le premier qui me dit cette routine. La majorité des gens s'endorment en lecture ou lisent le soir. Toi, c'est la première chose que tu fais. Et en fait, ça me donne des idées dingues. Ah, et puis alors là, après la journée, t'es en mode implémentation. Non, T'es un lecteur, toi? Pas trop? Non, moi, je lis rarement. Je suis plutôt en mode audio, voire vidéo. Ok. Et non, franchement, depuis que je fais ces 2 choses-là, il se passe des choses très intéressantes. Ah, tu vois, ça, c'est un game changer pour toi. Ouais, clairement. Ok. Et maintenant, j'aimerais que tu nous expliques donc 2 points. Numéro 1, est-ce que tu es un gros geek? C'est une objection qu'on a régulièrement et je comprends, avoir un business sur Internet, ça demande des compétences techniques que moi, personnellement, je délègue. Pourquoi? Parce que je suis totalement allergique à la technique vis-à-vis de ça. Donc, comment tu procèdes, toi, par rapport à la technique? Et numéro 2, donc, concernant l'organisation, j'ai cette expression en mode chinois à travailler pas mal. Est-ce que toi, tu es plus comme moi en mode 40-50 heures par semaine, tu travailles énormément sur tes projets ou alors plutôt à temps partiel? Il y a souvent 2 écoles par rapport à ça. Évidemment, quand je dis en mode chinois, c'est tout le travail que je fais, c'est du plaisir. Là, par exemple, on fait la vidéo, c'est du travail pour une personne extérieure dans la rue, mais pour moi, c'est un pur plaisir. Mais c'est pour donner la définition, c'est à chaque fois que je passe du temps dans mon business, c'est un travail d'un œil extérieur, même si pour moi, il y a très peu de choses que je fais aujourd'hui qui est du travail. Alors, dis-nous tout. Organisation. Déjà, je suis un gros geek, C'est un geek! Ouais, complètement. Pour avoir fait ses études dans le web. Et puis j'étais passionné en étant ado. Je créais déjà des sites internet, etc. Donc moi j'ai passé mon adolescence sur un ordinateur. Et aujourd'hui, tu en fais encore beaucoup de choses ou tu délègues quand même justement, malgré tes compétences ou ton excellence, ta zone d'excellence? La grosse difficulté, c'est d'arriver à déléguer à des gens pour qu'ils fassent mieux que moi. Ou au moins le même niveau que moi. Au moins aussi bien. Ouais, et ça, c'est très très dur. Et là, je suis vraiment dans cette transition-là. Donc là, c'est vraiment d'actualité. Donc voilà, je suis en train de déléguer, mais c'est pas si simple. Alors, vis-à-vis de la délégation, je vais vous donner quelques tips. Moi, ce que j'ai mis en place, et c'est ce que je vous invite à faire. Donc, numéro 1, c'est de lister toutes les tâches que vous réalisez. Donc à chaque fois dans une journée ou toute la semaine, ce que vous faites, vous le notez sur un petit fichier Word. Numéro 2, ça va être de définir les outils. Donc quand je dis les outils, si vous êtes sur PC, est-ce que la personne doit être sur PC ou c'est bon si elle est sur Mac? Donc bien définir tous les outils. Numéro 3, réaliser des vidéos tutoriels ou des fiches synthèse ou des process. Donc si quelqu'un part et qu'une nouvelle personne doit entrer pour faire le même poste, combien de temps elle doit mettre pour comprendre l'intégralité du poste. Et numéro 4, définir très rapidement une grille
de revenus pour savoir, parce que si la personne, finalement, elle a les compétences, elle connaît les outils, elle est motivée, ainsi de suite, mais c'est hors de votre budget, ça ne va pas le faire. Et après, si tout est bon, même le budget, ainsi de suite, ça va être seulement la réalité via une période d'essai de 30 à 60 jours pour savoir si tout est bon. Vis-à-vis de tout ça. Donc ouais, du coup là je suis vraiment... Donc la grosse délégation à l'avenir. Ouais, exact. Donc là il faut créer les process, il faut tout mettre sur papier, tout mettre en vidéo. Et en termes de, du coup, organisation dans la semaine, tu travailles 10 heures par jour. Tu as dit que tu avais des enfants. Et comment tu fais? Ouais, mais je suis plus en mode chinois quand même. C'est-à-dire que en fait, j'essaye de me lever tôt, j'essaye d'arriver, je sais pas moi, entre 7 et 8 heures au bureau quand même. Ok, donc là, tu es plus en mode Miracle Morning. Tu te lèves quoi, 5-6 heures du matin? Ouais, j'essaye. Et, et du coup, j'arrive chez moi vers 16-17 heures. Comme ça me laisse pas mal de temps pour profiter de la famille. Ok, donc toi, tu es en mode Miracle Morning, tu démarres tôt, tu commences tôt, je fais ma journée le matin, tu termines tôt, du coup, finalement. Je fais ma journée le matin, et en plus, je mange pas, donc... donc tu enchaînes jusqu'à 16 heures, tu fais comme moi, sauf que moi, je démarre plutôt, je fais du 9-19, et toi, tu es plutôt du 7-16-30, 7-17, mais on est le même rythme. Okay. Voilà, c'est ça. Et mais après, je pense qu'il faut travailler fort. Mais je pense que toi, tu as été très intelligent dans la structure. Je pense que tu as délégué très vite. Absolument. Voilà. Et même ça se voit justement dans le club privé, tu détailles vraiment tout. Et je me dis, dans tes équipes, ça doit être exactement pareil. Donc, c'est vraiment ce qui est vital, ce que j'ai compris, c'est que dès que vous voulez grossir, vous devez vraiment systématiser et mettre des process. Vous devez être monsieur ou madame process. Donc, c'est pas forcément moi qui les mets en place. Et après, j'ai vraiment pris conscience parce que dans un business, vous avez 9 risques. Risque, changement dans votre propre vie, changement dans la vie de vos employés, changement de loi, changement de compétition, changement de technologie, changement... le virus, le coronavirus, la pandémie du Covid-19. Donc, il y en a 9, je ne les connais plus de tête, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si demain, quelqu'un part de votre business ou vous-même, vous avez un changement dans votre vie, qu'est-ce qui se passe concrètement? Et moi, ça m'inspire vraiment, et je ne sais d'ailleurs toujours pas comment ils font, mais j'ai donné l'exemple tout à l'heure au début de la vidéo, Amazon, Apple, c'est des process dans tous les sens. Pourquoi? Pour continuer à développer leur boîte. Donc c'est ça, à mettre en place petit à petit. Ouais, exactement, Alors maintenant, j'aimerais que tu reviennes. J'ai vu tout à l'heure, juste avant qu'on fasse la vidéo, tu as rejoint le club privé de business en décembre 2017. Donc je crois que c'était mon propre séminaire qui a eu lieu fin novembre 2017. Chaque fois que je vois Maxence, il me vend un truc. Donc du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as apporté au cours des dernières années, le club privé business, malgré finalement que tu te lances également dans le e-commerce? En fait, beaucoup de compétences marketing. Beaucoup. Même en fait, je trouve que ta force, c'est ton authenticité. En fait, à force de te voir, etc., même d'aller à tes séminaires et même de recevoir tes emails, en fait, ta force, tu la mets en avant, en fait. Le personal branding. Ouais, totalement. Totalement. Et du coup, je trouve que c'est inspirant. Tu vois, donc, il y a la partie technique, donc tu donnes tout ce qui est formation, etc. Mais aussi, il y a la partie personnelle et ce que tu dégages. Et je trouve que ça, c'est encourageant. Tu vois. Et ça, c'est une des premières choses que je t'avais dit quand on s'était rencontrés. C'était justement par rapport au regard des autres, tu vois. Et je trouve que tu incarnes vraiment l'authenticité et c'est ta force en fait. Très clairement. Qu'est-ce que tu as vu comme expérience par rapport à d'autres acteurs du marché? Tu trouvais qu'ils n'étaient pas authentiques ou moins proximité ou starification? Il y avait de ça aussi, il y avait un peu de ça. C'est vrai qu'il y a des fois, t'as l'impression qu'il y a des barrières un petit peu. Et, et toi, t'es quelqu'un, il y a une grande proximité tout de suite. Tu vois, tu t'en fous, j'avoue, tranquille. Les personnes qui me rencontrent souvent, alors je crois que c'était mon photographe parce que lui, il est bien dans un milieu corporate, hormis moi. Et du coup, il me disait, putain, Maxence, t'es le seul gars auquel t'es pareil en vidéo YouTube,
dans la vraie vie et en perso et ainsi de suite. C'est-à-dire que j'emploie les mêmes expressions et ainsi de suite. Alors peut-être qu'en vidéo, j'accentue un tout petit peu gestuellement ou en parlant un tout petit peu plus fort. Je parle peut-être un petit peu moins fort en étant dans la vraie vie, mais en tout cas, j'ai les mêmes expressions et ainsi de suite. Et la vidéo va vous libérer. Moi, c'est la vidéo qui m'a libéré du regard de l'autre, peur de la critique, le jugement, le fait de faire des vidéos, ainsi de suite. De manière récurrente, c'est ça. Enfin, c'est ça. Parce que souvent, on se monte des bateaux dans notre tête, de dire qu'est-ce que les gens vont penser de nous, et ainsi de suite, alors que finalement, c'est secondaire. Après, à ne pas confondre, moi, là où je fais des détails, c'est que j'aimerais augmenter mon branding de marque au max. Et du coup, je suis assez pointilleux sur des points de détail que je n'étais pas avant. Et ça, c'est... trouver le juste milieu par rapport à ça, à être content de ce que l'on fait sans être dans la perfection totale. Hein. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile, ouais. Mais du coup, voilà, donc il y a toute la partie technique et pédagogique. Okay. Tu es très pédagogue, enfin voilà, tu peux pas faire différemment que ce que tu expliques, enfin, c'est vraiment très clair. Et il y a la partie humaine où là, voilà, c'est plus purée. Maxence, il est tel qu'il est et c'est cool et en fait, on peut faire du business comme ça en fait. Et je trouve c'est voilà. Toi, tu viens de la campagne. Je pense que ça aide t'apprends à des gens, t'apprends à des personnes à monter leur business en ligne. Voilà, tu vois, c'est un beau parcours, c'est un beau message aussi. Ouais, absolument. Donc, voilà. Dernière chose, tu viens de Melun. Ouais. Donc du coup, petite anecdote, parce que pour la première fois de ma vie, 2 jours avant de faire la vidéo, j'étais à Melun. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit de là où on grandit, donc une grosse ville, une ville moyenne, la campagne comme moi ou la Cambrousse et ainsi de suite, on peut réussir sur Internet. Et si on se met des propres blocages, c'est nous-mêmes. Hein. J'ai des membres du club privé business qui réussissent sur Internet, ça va de 18 ans à 77 ans. Donc du coup, c'est possible. C'est juste qu'il faut s'en donner des moyens, persévérer. Je pense que tu as un bel exemple aussi. Hein. Tu as démarré finalement mi-2016 et c'est que à partir d'un an, 1 an et demi, 2 ans où tu as vraiment propulsé tout le business. Persévérance. Et ensuite, si vous apprenez de vos erreurs et que vous persévérez, ça va fonctionner aussi pour vous. Ouais, totalement. Et puis, toi, tu as vu mon évolution aussi lors des voilà, c'est ça. Salut Maxence, ça va, etc. Et donc, ça, c'est cool. Et je pense que c'est important, après, d'avoir une vision, de savoir où est-ce qu'on veut aller. C'est super important. Donc, déjà, si vous savez quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, toi, ta force, je trouve, c'est ton authenticité, ta simplicité. Tu l'as mis en avant, quitte à des fois l'accentuer un petit peu, mais justement, ça fait partie du truc. Et de savoir où tu vas. Et en fait, je pense qu'avec ces 2 choses-là, plus la persévérance, au final, ça peut que payer, en fait. Ouais, c'est juste une question de temps, en fait. C'est ça. Voilà. Parce qu'on fait des erreurs normales. Ouais. Et en apprenant de ces erreurs, à un moment donné, on tape dans le mille. Et c'est ce fameux question de temps où on ne le sait pas quand on démarre, mais 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, max, généralement, ça passe parce que vous avez tellement appris et là, vous comprenez et tout ce qui était flou dans votre esprit devient clair comme de l'eau de roche. Ouais. Et c'est pour ça aussi, moi, j'aime beaucoup venir dans tes événements ou rencontrer justement des gens qui nous ont devancés. En fait, eux, ils nous expliquent qu'ils ont fait énormément d'erreurs. Et là-dessus, il faut juste... quand on est justement en train de faire ces erreurs-là, il faut se dire, OK, celle-là, c'est fait. Je me rapproche de mon objectif et il ne faut pas justement désespérer. Et il faut toujours garder cette flamme-là, tu vois. Après, toi, je ne sais pas c'est quoi ta flamme, mais on a tous cette flamme qui fait qu'on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et en fait, au bout d'un moment, les choses commencent à prendre, etc. Mais je pense que dans l'évolution, il y a toujours des erreurs, en fait. On est obligé de passer par ça. Ça fait partie du processus. Et je trouve que c'est important de vraiment se concentrer sur le processus et non pas se dire vite, faut que je fasse du cash, faut que je fasse ça, tu vois. À tomber amoureux du process au lieu d'être fou amoureux du résultat. Il y a trop de gens qui sont amoureux du résultat. Et l'analogie que j'aime bien donner, c'est tout le monde aimerait, quand on fait du sport, participer aux Jeux Olympiques. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de monde qui a envie de réaliser 13 entraînements par semaine pendant 10 ans avec
potentiellement la possibilité de participer aux Jeux Olympiques un jour. Et c'est ça, c'est tomber amoureux du process, ce qu'on appelle voilà, le back-end ou la face cachée d'un business en ligne. Et naturellement, le résultat va arriver. Ouais, plus voilà, se concentrer sur à quoi ressemblent nos journées, à quoi ressemblent nos semaines, etc. Et je pense que ça, sur le moyen long terme, ça paye obligatoirement, tout simplement. Ouais, et vraiment être focalisé aussi sur la zone de génie. Donc, la fameuse citation de Confucius, choisissez un travail où vous n'avez jamais l'impression de travailler et vous ne travaillerez jamais un jour de votre vie. C'est ça l'idée. Tout ce que vous faites, si vous êtes passionné, c'est pour ça que vous allez le faire en mode chinois. Pourquoi ? Parce que vous n'avez jamais l'impression de travailler. En fait, limite, je pense qu'il faut être OK à faire ton travail gratuitement. Si tu es OK, c'est que c'est que tu as la bonne voie. Ouais, exactement. Et c'est ensuite, hop, vous faites la petite partie marketing économique. Et là, comme ça, vous allez pouvoir vivre de votre business sans aucun problème. Et là, 97. 47, 97, 197, 497, 695, 997. Tous les paiements Stripe, PayPal que vous allez recevoir, voire même virement bancaire et chèque pour les personnes qui ont un gamme de produits qui va être sympathique. Et je trouve ce qui est beau, c'est justement toute la partie automatisation. Où en fait, voilà, le boulanger à l'époque, il fallait qu'il ouvre d'autres boulangeries et qu'il délègue, etc. Toi en ce moment, il y a plein de vidéos de Maxence qui travaillent pour toi. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Il faut juste y aller à fond, quoi. Y aller à fond. Se donner les moyens. Ouais. Ok, pour finir sur une dernière question, juste avant que tu nous partages où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui se disent « Ok, Tristan, je veux tout simplement que tu m'accompagnes ». Quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à s'inscrire et rejoindre le Club Privé Business ? Et tu nous diras où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui aimeraient en savoir encore davantage sur toi en dehors de la vidéo. Du coup, tout à l'heure, je rigolais, je te dis à chaque fois que je t'ai vu, tu m'as vendu quelque chose. Mais au final, toutes ces choses m'ont fait grandir. Et je trouve que c'est important parce que on a le sentiment de donner de l'argent à quelqu'un, mais au final, c'est vraiment sur soi qu'on investit, très clairement. Parce que les connaissances qu'on récupère, par la suite, ça va nous faire grandir nous et faire grandir nos clients ou notre réseau. Et en fait, je pense que on est obligé de passer par là. C'est-à-dire que voilà, ceux qui payent leurs études supérieures, qui font les grandes universités, etc., ils payent des sommes astronomiques. 80 000 € l'année ou des choses de vraiment 100 000 ou peut-être plus. Mais en fait, ça fait partie de leur process parce que l'investissement en argent, il est important pour évoluer. Et les connaissances, elles sont importantes pour évoluer. Donc du coup, moi, en fait, je pars du principe qu'il ne faut pas hésiter dans ce type d'investissement. Moi, ça fait à peu près 3 ans, je réinvestis énormément en moi-même, en fait. Énormément, parce que je veux grandir. Je sais où je veux aller, je sais... Donc tu réinvestis principalement en toi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Et du coup, j'ai besoin de rencontrer, de comprendre, d'apprendre, etc. Et ça fait partie de l'évolution. Donc, n'hésitez pas, très honnêtement. En fait, pour moi, à partir du moment où tu mets 1 et tu récupères 2, tu as rentabilisé ton investissement. Et c'est obligatoire que ce type de formation que tu fais, ça se rentabilise. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si vous voulez me retrouver, je pense, sur Instagram. Instagram Tristan Charrier. Et voilà, ce sera le plus simple. Pas de LinkedIn, pas de Facebook, pas de Twitter. Non, Instagram sera le plus simple pour entrer en contact avec moi. Ok, je vais mettre le lien directement dans la description. Et pour rebondir sur le côté formation, séminaire, toutes ces choses-là, déjà, numéro 1, on s'est rencontrés dans un event. Donc ça, c'est... voilà, moi, je participe vraiment à beaucoup d'événements, donc soit en tant que participant, conférencier, ou voire de temps en temps, on m'invite. Et du coup, depuis mon démarrage sur Internet, donc le 1er février 2011, j'ai fait à peu près les calculs, j'ai investi au minimum 150 000 €, formation, mastermind, coach, mentor, séminaire, donc toutes ces choses-là. Et encore, je ne compte pas les frais de déplacement et ainsi de suite. Donc je dirais on est au moins à plus de 200 000 €. Donc pourquoi je le fais ? Parce que comme tu l'as évoqué, le meilleur investissement que vous puissiez réaliser, c'est en soi, en nous. Et ensuite, grâce aux compétences, aux connaissances et à tout ce qu'on a appris,
on l'implémente et en l'implémentant, on augmente le business. En augmentant le business, ensuite on peut investir et ainsi de suite dans d'autres actifs qui vont nous permettre de construire un patrimoine. Mais le meilleur investissement, voilà, ce qu'on a ici, on peut nous taxer, tout nous enlever, mais ce qu'il y a ici, ça, c'est à vie. Donc du coup, voilà, je vous invite vraiment à toujours vous former. On peut avoir cette connaissance de se dire j'ai un bac plus 3, j'ai un bac plus 5, moi j'ai un bac plus 3, oui mais c'est tout obsolète. J'ai un BTS assurance. Si je devais me lancer dans l'assurance aujourd'hui, ok, c'est comme si j'avais pas de BTS assurance. C'est juste un petit bout de papier. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours se former tout au long de sa vie et puis le monde change comme vous en apercevez assez vite et très régulièrement. Donc du coup, pour être à la page et pas être dépassé, quoi. Ouais, je pense que c'est obligatoire. Et les gens ont fait des erreurs, ils ont mis du temps à découvrir des choses et ils nous les donnent comme ça sur un plateau. Et c'est pour ça aussi, je pense que si c'était gratuit, on négligerait ce savoir-là. Et du coup, je pense pas avoir peur d'investir parce que cet investissement-là, en fait, nous on se dit ah ouais purée, il faut que je termine cette formation parce que ça m'a coûté un bras. Et voilà, et plus on évolue et plus les sommes sont importantes parce qu'on sait qu'il faut s'investir pleinement. Et le savoir qu'on récupère, un conseil, ça peut littéralement changer le business en fait. Donc en fait, il ne faut pas regarder la somme, il faut regarder le retour sur investissement et se faire confiance et être persévérant. Et voilà. Merci Tristan par rapport à ton retour d'expérience. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton là juste en dessous, un merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre feedback. Donc dites-nous également dans les commentaires, est-ce que vous avez donc un business en ligne et si oui, est-ce que vous êtes plutôt e-commerce, infoprenariat, podcasteur, youtubeur, influenceur, dropshipper, donc bref, tous les métiers du web, dites-le nous si vous avez un business en ligne et puis si vous n'en avez pas, pour quelle raison vous n'êtes toujours pas lancé sur le web. Donc pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vous ai mis un lien dans la vidéo YouTube, ça va vous rediriger sur la page de présentation du Club Privé Business, comme ça vous allez voir l'intégralité de ce qu'il y a dans le Club Privé Business. Donc, c'est des vidéos tutoriels où je filme mon écran, plus des coachings communs tous les mois pour vous aider, vous accompagner à l'intérieur de ce programme. Il y a la page récapitulative où tout est expliqué. Donc, pour voir tout ça, lien dans la vidéo YouTube, i comme info en haut à droite de la vidéo si vous êtes sur un smartphone ou encore tout dans la description juste en dessous. Donc, au plaisir et à tout de suite sur la page de présentation du Club Privé Business. Bye bye. Au revoir, ciao.